Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de la saison 2 de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Tolt, votre chef de bord pour cet épisode réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application de référence pour le train et les mobilités durables qui accompagne plus de 15 millions d'utilisateurs dans leurs déplacements en France et en Europe. Pour votre tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe au rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage, attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Bonjour David. Bonjour. Ravi de te recevoir. Peut-être que tu pourrais commencer par te présenter. Alors je suis donc David Goerres, le directeur du projet TGVM au sein de SNCF Voyageurs, donc la 5e génération de TGV et qui rentrera en service commercial fin 2025. Peut-être qu'on peut préciser pour les auditeurs la différence entre SNCF Voyageurs, SNCF Réseau et aussi dire que SNCF Voyageurs est différent d'SNCF Connect. L'organisation en Europe impose de séparer le gestionnaire d'infrastructure qui est SNCF Réseau des exploitants ferroviaires qui exploitent les trains, qui sont pour les trains voyageurs SNCF Voyageurs. D'accord ? Donc c'est deux entités indépendantes qui sont chapeautées par la holding de tête qui s'appelle SNCF. Et SNCF Connect, c'est une filiale du groupe SNCF qui vend des billets sur Internet, des billets de SNCF Voyageurs, mais pas que, qui peut vendre aussi des billets de DB, etc. Et donc SNCF Connect est pas la même entité que SNCF Voyageurs, je tiens à le préciser, puisque vu que c'est eux qui sponsorisent l'épisode, faut pas faire de... Voilà, SNCF Connect vont vraiment pour charge de vendre des billets sur Internet. SNCF Voyageurs exploite et maintient les trains, donc ça peut être des TER ou des TGV ou des trains de banlieue. Alors, j'ai fait mon travail quand même, je suis retourné faire un tour sur ton profil LinkedIn avant cette interview. Et donc, je pense qu'on peut dire que voilà, t'es vraiment bien ancré dans la maison, oui. Puisque ça fait a priori 25 ans que tu travailles chez SNCF Voyageurs. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que tu faisais avant de travailler sur ce projet TGVM ? Alors, j'ai eu 3 phases dans ma carrière. Une première phase d'expertise. Donc j'étais expert des chaînes de traction, donc de toute la motorisation des TGV. Donc ça m'a occupé à peu près une dizaine d'années. Et puis après, j'ai élargi mon expertise. Je suis devenu architecte technique des trains à grande vitesse. Donc là, je supervisais tout le pilotage technique de tous les sous-ensembles du train. Et puis en 2015, fort de cette expérience, j'ai été sollicité par l'entreprise pour développer cette 5e génération de TGV. Et donc récupérer et améliorer tout ce qui marchait bien sur les TGV et puis repartir de la feuille blanche sur leurs points faibles, comme la modularité, mais je pense qu'on en parlera dans quelques minutes. Peut-être que tu peux aussi nous préciser un peu d'où tu viens, les études que tu as faites pour arriver justement à ce type de poste, parce que voilà, peut-être qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui seraient intéressés par ce genre de mission. Alors j'ai un parcours parcours scolaire un petit peu atypique. J'ai fait un bac technologique option électrotechnique, donc c'est pour ça que je suis spécialiste des moteurs électriques et donc des motorisations de TGV. Donc j'ai fait après un BTS électrotechnique et enfin j'ai intégré une école d'ingénieur en électronique et électrotechnique. Donc je suis ingénieur, je suis sorti ingénieur en 99 et j'ai intégré directement la SNCF. Et j'avais un rêve quand j'étais en études d'ingénieur, c'est de travailler sur les chaînes de traction TGV. Et quand j'ai postulé à la SNCF, c'est le poste qu'on m'a proposé. Donc des fois, le hasard fait bien les choses. Alors étant donné ton métier, j'imagine que le ferroviaire tient une place très importante dans ta vie. Est-ce que tu pourrais justement nous en dire un peu plus sur ton rapport au train ? Est-ce qu'on peut parler d'addiction ? Ah, complètement. Je fais partie des Français des personnes qui travaillent à Paris mais qui habitent en province. Donc j'habite au Mans et donc je prends le train presque tous les jours. Alors, j'ai un pied-à-terre à Paris parce que les horaires et le travail à réaliser sur ce projet font que des fois c'est quand même important de pouvoir rester sur Paris. Parce que Le Mans, c'est quoi ? C'est 1 heure ? C'est 1 heure, ouais. Voilà. Mais bon, c'est vrai que des fois il y a des réunions très tôt le matin ou très tard le soir et donc voilà, c'est quand même plus pratique. Mais effectivement, je prends le train environ 3 à 4 journées par semaine. Et puis pour partir en vacances, comme beaucoup de cheminots, effectivement, on est addict et c'est notre moyen de transport privilégié pour ce soit professionnel ou le loisir.
Ouais, on peut parler d'intraveineuse là quasiment. Complètement. Alors après, il y a de la déformation professionnelle en plus, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis dans un TGV, j'écoute tous les bruits, je vois le comportement, donc c'est vrai que c'est... Et ben justement, en parlant d'addiction au train, j'ai une petite précision pour nos auditeurs avant d'enchaîner sur la question suivante. On a sorti notre premier bouquin qui s'appelle Voyager en train avec Onrail, qui est édité chez Hachette. Il regroupe 45 itinéraires sans avion et sans voiture pour vous évader simplement le temps d'un week-end ou pour de plus longs séjours à travers le monde. Vous y trouverez également tout un tas de conseils pratiques comme nos astuces pour payer vos billets au meilleur prix. Et bon, évidemment, je suis pas très objectif, mais moi je trouve que c'est le cadeau idéal à mettre sous le sapin pour pousser vos proches à voyager différemment. Donc rendez-vous chez votre libraire ou sur les liens en description si vous voulez nous aider à remettre le voyage sur les bons rails. Voilà, je ferme la parenthèse et maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On t'a invité parce que tu es donc directeur des projets TGVM, mais avant de nous concentrer sur ce nouveau TGV, peut-être que tu peux nous en dire plus sur l'histoire du TGV, depuis quand ces trains à grande vitesse existent, en quoi ils étaient révolutionnaires à l'époque, nous replacer un peu le contexte historique. Alors donc, pour situer le contexte, SNCF et Alstom sont les premiers à avoir mis en service un train à grande vitesse qui a donné le nom TGV. Donc ce premier TGV qui était orange, qui est emblématique, que tous les Français connaissent, enfin ceux qui sont nés avant les années 80. Donc ce TGV avait été développé, imaginé au milieu des années 70 et a été mis en service commercial en 81. Donc c'est vrai qu'il était révolutionnaire puisqu'il permettait de porter la vitesse d'exploitation à 260, puis 270, puis 300 km/h. Et donc ça a complètement modifié la carte de France. C'est-à-dire qu'en temps de trajet, forcément, des villes comme Lyon se retrouvaient à 2 heures de Paris. Dans les années 2000, quand on a poussé l'exploitation des TGV jusqu'à Marseille, Marseille s'est retrouvé à 3 heures de Paris. Donc ça, c'est sûr que en termes de... ça a complètement chamboulé le moyen de transport. Et on a vu sur ces lignes, dès qu'il y a une ligne TGV et un parcours qui permet de relier 2 villes en moins de 3 heures, on a un report systématique de l'aviation vers le rail. Et donc ça... face au défi du réchauffement climatique que l'on est aujourd'hui, c'est vraiment très positif. Donc voilà, le TGV a révolutionné la mobilité en France et dans tous les pays qui se sont dotés de ce moyen de transport. Et donc la France était vraiment le premier pays à atteindre cette vitesse à l'époque ? Oui, complètement, parce que c'est vrai qu'on entend parler du Japon dans les années 60, mais non, c'était un train qui roulait à 220 km/h. Donc il y a vraiment eu un cap de franchi avec les 260 puis 270. Donc ça, c'était dès le début des années 80. Et dans les années 80, début des années 90, on a eu la deuxième génération de trains à grande vitesse qui sont arrivés. Alors on a franchi le pas et on est passé à 300. Il a fallu attendre au milieu des années 2000 pour passer à 320. Et là aujourd'hui, pour nous, c'est la vitesse d'équilibre. Et voilà, on pense que c'est le bon compromis entre usure de l'infrastructure, coût d'exploitation et temps de parcours. Parce qu'on est d'accord qu'il y a des trains qui sont plus rapides à travers le monde. Je crois qu'en Chine, il y a des records qui ont été battus. Donc vous, c'est un choix de rester à cette vitesse maximum de 320. Exactement. Alors aujourd'hui, le record, c'est comme SNCF qui le détient avec Alstom, avec 574,8 en 2007. Donc on a fait beaucoup d'expérimentations. On sait exploiter des trains à 350, 360. On a fait des mois de circulation en essai. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est un modèle économique. Et donc on ne dit pas qu'un jour on n'ira pas, mais on pense que c'est pas dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'on pense aujourd'hui on est sur un optimum. Donc quand beaucoup communiquent sur leur capacité à aller très vite, nous on sait qu'on sait le faire. Mais aujourd'hui on a fait le choix inverse. On a dit non, on va rester à une vitesse qui nous paraît un bon compromis et surtout on va travailler sur la réduction du coût carbone du voyage. Donc on est complètement à l'inverse des autres entreprises, des autres constructeurs. C'est-à-dire qu'on ne communique pas sur le fait que TGVM peut aller à 350, il pourrait aller à 350, mais ce n'est pas notre objectif. Nous ce qu'on veut c'est consommer le moins de CO2 lorsqu'on fait voyager nos clients. Donc j'imagine qu'il n'y a pas de projet d'hyperloop dans les cartons. Alors pas du tout. Et effectivement, en plus, assez souvent, je réagis sur ce projet hyperloop ou le train à sustentation magnétique. C'est des très beaux projets. C'est sûr que pour des chercheurs, pour des ingénieurs, on s'éclate sur ce type de projet. Mais c'est des trains qui n'ont jamais trouvé, enfin en tout cas pour le train à sustentation magnétique, qui n'a jamais trouvé son modèle économique. Parce que c'est gourmand en énergie. Et donc je pense vraiment que ce n'est pas dans l'air du temps. Aujourd'hui, ce qui fait la force du ferroviaire, c'est le contact roue-rail. On n'a pas trouvé mieux. Et donc aujourd'hui, soulever un train du rail, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas le contact roue-rail qui fait consommer de l'énergie, c'est l'air.
Et donc, c'est l'air, c'est l'écoulement de l'air sur le train, c'est l'aérodynamisme. Et donc, c'est vrai que l'hyperloop, le concept, c'est de dire, je vais mettre dans un tube avec du vide, et donc, du coup, je vais économiser cet écoulement d'air. Mais pour faire le vide dans un tube de plusieurs centaines de kilomètres, il faut imaginer la consommation d'énergie qu'il faut avoir. Et puis, il faut aussi imaginer le mode dégradé. Une capsule Hyperloop qui tombe en panne avec 100 voyageurs à bord, en plein milieu, et on dit vous pouvez pas sortir parce que vous êtes dans le vide d'air. Enfin, le concept est très séduisant techniquement, mais n'a pas de réalité économique, n'a pas de réalité d'exploitation. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, ça se passe pas si bien. En tout cas, les rares projets qu'il y avait sont en train de patiner un peu. Disons qu'ils ont suscité le buzz et de nombreux investissements. Il y a des briques technologiques qui sont très intéressantes. Ils ont développé des choses qui sont intéressantes. Mais effectivement, comme je le dis, le modèle économique, le modèle d'exploitation aujourd'hui n'est pas avéré. Et donc, je pense que c'est pas des transports qui vont... le transport du futur reste le rail et les trains à grande vitesse. Alors, pour qu'on se fasse une idée justement de ce qui se cache derrière la fabrication d'un TGV en général, on s'attardera après sur le TGVM en particulier. Est-ce que tu pourrais nous dire combien de temps il faut pour concevoir un TGV du moment où on démarre sa conception jusqu'au moment où il peut accueillir des voyageurs? Combien ça coûte de fabriquer un TGV? Je pense que les gens n'ont pas forcément cet ordre de grandeur en tête. Et surtout, comment c'est financé? Est-ce qu'il y a de l'argent public qui est investi dans ce genre de projet? Je pense que ça, c'est vraiment des sujets que beaucoup de Français ne maîtrisent pas bien. Oui, alors, c'est un train à grande vitesse, mais c'est vrai pour un TER ou un train du quotidien en zone urbaine. Il faut environ 10 années pour le concevoir. Au moment où on commence à donner les premiers coups de crayon, où on sélectionne le constructeur qui sera notre partenaire, jusqu'à la qualification du train et donc la mise en service commercial, c'est 10 années. Aujourd'hui, dans le passé, c'était un petit peu plus court, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de technologies, il y a de plus en plus de fonctions dans un train. Donc effectivement, ces délais se sont légèrement allongés. Et puis surtout, il y a toujours plus de sécurité. Ça, c'est juste indispensable. Et donc forcément, à mettre au point, à qualifier, c'est un petit peu plus long que par le passé. Donc il faut vraiment compter 10 années. Quand ils t'ont proposé ça en 2015, tu savais que tu signais pour 10 piges, quoi. Alors, pas forcément, parce que j'ai fait 3 postes. J'ai commencé par architecte technique, puisque c'était au milieu de ma carrière, c'était mon poste. Et donc chargé de l'innovation du TGVM, donc c'est sûr que c'était super passionnant. Et puis après, j'ai pris le poste de chef de projet, et puis il y a 3 ans, le poste de directeur de projet. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie continuité, c'est très important d'avoir cet historique pour savoir dire pourquoi on a fait ce choix-là. Concernant le coût d'un train à grande vitesse, ça varie en fonction des constructeurs, en fonction du type de train. Un train qui va faire que du parcours en France ne va pas avoir le même prix qu'un train qui va faire du parcours en Europe. C'est-à-dire qu'il va aller dans plusieurs pays parce qu'il y a plusieurs infrastructures, il y a plusieurs types de caténaires. Les caténaires, c'est ce qui permet d'alimenter en énergie le train. Pour les trains à grande vitesse, il y a 4 types de caténaires en Europe. Donc forcément, plus on va circuler dans des pays, plus on va rencontrer un nombre important de caténaires, jusqu'à 4, et donc plus il va falloir mettre d'équipement dans le train. D'accord. Et l'ordre de grandeur, c'est entre 30 millions et 35 millions, en fonction des options qu'on met dans le train. D'accord. Okay. Et là où TGVM est très fort, c'est que c'est le moins cher sur le marché. Peut-être que tu peux nous préciser sur ces 30-35 millions, combien il y a de voitures? Alors, sur ces 30-35 millions, aujourd'hui, l'architecture d'un TGV classique, c'est 2 motrices qui encadrent un tronçon de 8 voitures. D'accord. Voilà. Et donc sur le TGVM, parce qu'on a amélioré, parce qu'on a la technologie qui a évolué et qu'on a simplifié les concepts pour le rendre moins cher, on a réussi à raccourcir les motrices de 4 mètres chacune. Et donc on a réussi, grâce à ça, à introduire un 9e véhicule. Et c'est ce 9e véhicule qui permet d'ajouter 15% de place assise en plus, évidemment sans dégrader le confort. Et donc aujourd'hui, qui en fait un champion, un TGVM peut aller jusqu'à 600 places en version première, seconde, et en version Ouigo, c'est 740 places. Alors ça, on pourra justement, c'est les questions suivantes. Donc là, on a quelques ordres de grandeur sur la durée, sur le coût d'un TGV en général, mais justement, maintenant qu'on a ces ordres de grandeur, qu'est-ce que tu peux nous dire en fait sur le TGVM? Pourquoi déjà M? Qu'est-ce qu'il veut dire ce petit M? Et qu'est-ce qui va changer concrètement par rapport aux anciennes générations de TGV? Alors c'est vraiment l'ADN de ce TGV, c'est que quand en 2014, on s'est dit il faut faire une 5e génération de TGV, le défi il est juste énorme. On se dit par quoi on commence. Donc là, c'est là notre force, SNCF et Alstom, qui est notre partenaire sur ce projet,
Et d'ailleurs, j'en profite, une petite question, excuse-moi de te couper. Est-ce que SNCF a déjà travaillé avec d'autres constructeurs ou c'est vraiment un partenariat presque exclusif depuis des années? Historique. Alors sur les trains à grande vitesse, évidemment qu'on a travaillé avec d'autres constructeurs. Eurostar, qui est une filiale du groupe SNCF, a acheté des trains à grande vitesse à Siemens. Okay. D'accord. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est qu'historiquement en Europe, il y a 4 pays qui ont développé la grande vitesse: l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie. Parce qu'ils avaient des infrastructures spécifiques. Et donc, il était très difficile de franchir des frontières. Il y avait des trains qui le faisaient, l'Orient Express, etc. Mais c'était des trains. Voilà, il y avait quand même des caractéristiques dans chaque pays. Il y avait un constructeur dans chaque pays, un exploitant dans chaque pays. Donc, effectivement, il y a une relation assez privilégiée exploitant-constructeur qui s'est créée dans chaque pays. Et aujourd'hui, c'est vrai que Alstom propose les trains à grande vitesse qui sont le plus adaptés au mode d'exploitation de la SNCF. Mais c'est vrai pour Siemens et DB. Donc on peut regarder chaque pays finalement un petit peu un binôme privilégié. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne s'interdit pas d'aller voir ailleurs, mais on trouve une satisfaction dans le produit que l'on a développé avec Alstom, puisque c'est vraiment un co-développement, ce TGV. C'est quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vraiment un co-développement. Les brevets TGV, SNCF on a de nombreux. Alstom en a, mais SNCF en a aussi. Donc on est vraiment très imbriqués l'un à l'autre. Imaginons que SNCF Voyageurs ait besoin de lancer des nouvelles rames du coup en Espagne. Oui. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, par exemple, il y a Ouigo opère en Espagne uniquement. Oui. Est-ce que là justement SNCF Voyageurs va plutôt se tourner vers un constructeur espagnol en se disant il connaîtra mieux les particularités des chemins de fer espagnols, ou alors est-ce qu'il va continuer à travailler avec Alstom? On s'interdit rien aujourd'hui, et d'ailleurs l'Europe nous incite à faire jouer la concurrence. Et donc on systématiquement, quand on doit se doter d'un nouveau matériel, on fait un appel d'offres européen, et donc on note les différents produits et on prend celui qui correspond le mieux à notre besoin. Donc aujourd'hui, c'est Alstom qui correspond le mieux à notre besoin. On a cette maîtrise, on connaît le produit TGV depuis 40 ans. Il est atypique par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il a vraiment des fonctionnements, une architecture qui lui est propre. Et donc on le maîtrise en termes de maintenance, on le maîtrise en termes d'exploitation. C'est SNCF qui maintient ses trains. Et une question que tu m'as posée tout à l'heure, auquel je n'ai pas répondu, le financement d'un TGV, c'est SNCF Voyageurs qui finance sur fonds propres. C'est-à-dire qu'on achète le TGV, il n'y a pas de financement public dans l'achat d'un TGV. C'est vrai que c'est important de le préciser, c'est ce qu'on appelle en fait des trains qui sont non conventionnés, c'est-à-dire que c'est vraiment un peu la loi du marché. Exactement. Et c'est pour ça aussi qu'on peut voir des prix qui peuvent parfois être assez élevés sur le TGV, parce que c'est un peu la loi de l'offre et de la demande. Les TGV appartiennent à SNCF Voyageurs, on les a achetés. Après, le service public prévoit que pour aller desservir des zones un peu reculées dans les territoires, il y a des subventions publiques. C'est-à-dire qu'on dit, pour pas que le prix du billet soit prohibitif, les collectivités publiques financent une partie de ce billet. Mais c'est vrai que sur les axes, les axes majeurs, Paris-Lyon, Paris-Marseille, Paris-Bordeaux, Paris-Lille, Paris-Strasbourg, là c'est la concurrence qui se fait avec les autres exploitants, puisque maintenant, en Europe, les autres exploitants, nous allons exploiter des trains en Europe, mais les autres exploitants historiques viennent exploiter des trains en France. On le voit là sur la ligne Paris-Lyon-Milan. Oui. Il y a Trenitalia. Bon, il y a eu un petit souci avec le tunnel, mais voilà, il y a la concurrence qui a été ouverte sur cette zone-là. Il y a aussi Renfe qui maintenant propose des liaisons entre Marseille, Barcelone et Lyon-Barcelone. Oui. Donc on est au tout début, mais effectivement, à terme, il y aura d'autres exploitants. Et la précision donc, que je voudrais apporter, c'est que effectivement, les trains qui sont donc subventionnés, pour le coup, c'est pas du tout des TGV, c'est les intercités et les TER. Exactement. C'est vraiment les trains qui vont mailler le territoire et qui vont permettre les transports du quotidien. Le transport longue distance, en tous les cas, TGV à grande vitesse, effectivement, aujourd'hui est en concurrence et donc il est effectivement pas subventionné. Donc revenons un peu sur le TGVM, parce que je t'ai un peu coupé, excuse-moi. Donc qu'est-ce qui va changer concrètement par rapport aux anciennes générations avec le TGVM? Alors voilà, donc on a pris la rupture, la première rupture, c'est de dire on va pas faire un train qui va plus vite. Et ça, c'est vraiment
quelque chose de complètement nouveau dans cette 5e génération, puisque jusqu'à présent, toutes les 4 précédentes, à chaque fois, on allait plus vite. C'est-à-dire qu'on est passé de 260, 270, 300, 320, comme j'expliquais. Et là, on a dit, bah non, on va rester à 320. On ne s'interdit pas de pouvoir aller plus vite un jour. Donc le train est conçu pour, mais aujourd'hui, il est dimensionné pour 320. Donc ça, c'est la première rupture. Et après, j'aime bien citer Darwin, qui dit c'est pas forcément le plus fort et le plus intelligent qui va continuer à vivre, c'est celui qui sait le mieux s'adapter. Et ça a été vraiment le maître mot de ce train, c'est-à-dire qu'il faut qu'on les besoins du futur. On a une mobilité qui bouge énormément, on a des systèmes numériques, nos téléphones portables qui évoluent en permanence, et tous ces services qui sont à bord du train, que seront-ils dans 30 ans, dans 35 ans ou dans 2035 ? On ne sait pas. Et donc, il faut que notre train, notre TGVM, cette 5e génération, soit modulaire pour pouvoir s'adapter aux besoins du marché, s'adapter à des nouvelles technologies, s'adapter à des nouveaux besoins clients. Donc c'est de là que vient le M. Exactement, c'est de là que vient le M. Et très très tôt dans la définition de ce train, c'est arrivé, cette notion de... Et donc c'est vraiment ce qui va changer par rapport à nos anciens TGV. C'était un des points faibles de nos TGV, c'est-à-dire que finalement ils avaient une structure assez figée. Ils n'avaient pas été conçus pour pouvoir évoluer facilement. Et donc c'est ce qu'on a corrigé avec TGVM. Et justement, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le concret, en quoi ce train est modulable, modulaire? Je sais pas quelle est la différence entre les deux termes. Oui, non, il est modulaire, il est modulable. Alors, il y a plusieurs exemples. Au niveau des aménagements intérieurs, on explique qu'on peut faire un train Ouigo avec TGVM à 740 places, on peut faire un train Inouï à 600 places avec des premières, des secondes. La modularité de ce train, c'est on sait facilement changer une salle voyageur en première et en seconde. C'est vraiment très très facile, c'est prévu pour. Tous les points de fixation sont prévus. C'est un peu un train Ikea, entre guillemets, hein. Je cite une marque, mais c'est assez parlant. C'est-à-dire que les points de fixation ont été standardisés et grosso modo, on sait installer un siège de première classe ou un siège de seconde classe. Les points de fixation sont prévus. Tu saurais dire à quel point c'est compliqué? Enfin, ça prend combien de temps? Alors aujourd'hui, c'est la démonstration, et on va la faire grandeur réelle dans les prochaines semaines. Ce qui est prévu, ce qui a été simulé, c'est une journée à deux agents. Ah, donc c'est impressionnant quand même. Ah quand les points de fixation sont prêts, il faut enlever la moquette, il faut enlever les sièges et puis mettre la nouvelle moquette qui ne sera pas forcément de la même couleur et puis des nouveaux sièges. Donc effectivement, c'est beaucoup plus court qu'avant, où il fallait avant adapter la structure du train pour pouvoir fixer un autre siège, etc. Donc là, c'est cette standardisation. Donc on l'a fait au niveau des espaces voyageurs, mais la modularité ne s'arrête pas là. J'ai expliqué tout à l'heure que pour circuler partout en Europe, et TGVM doit pouvoir circuler partout en Europe, il a été conçu pour. On trouve différents équipements de sécurité en Europe, on trouve des différents caténaires. Et donc le train, la motrice est prédisposée pour accueillir tous ces équipements. Quand il n'y en a pas besoin, on ne les met pas. Donc c'est le cas des premières rames TGVM. Elles ne vont circuler qu'en France, au Luxembourg et quelques villes frontalières en Suisse. Il y a des zones vides dans la motrice parce qu'il y a des équipements qu'on n'a pas mis parce qu'on n'en a pas besoin. Mais l'emplacement est prévu et les connexions sont prévues. Et donc c'est une autre modularité. Et la troisième modularité, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que sera fait le futur. Est-ce qu'en 2035, est-ce qu'on sera en 6G? Est-ce qu'on sera sur complètement une autre technologie de communication? Et donc, il faut qu'on puisse ajouter ces briques technologiques le plus facilement possible. Et donc, comment on fait ça? C'est que les zones techniques du train sont facilement déposables pour qu'on puisse en mettre d'autres avec une autre technologie. Donc voilà, la modularité, elle s'est vraiment organisée à toute l'échelle du train. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à TGVM, qu'on ne retrouve pas sur les autres trains. Alors je ne doute pas qu'ils vont s'inspirer et dans les prochaines années, ils vont évidemment aller dans cet axe-là parce que je pense que c'est vraiment indispensable. Et donc concrètement, ça veut dire que d'ici quelques années, si SNCF Voyageurs se rend compte qu'il y a une forte demande pour du Ouigo, potentiellement, ils vont réaffecter des rames qui étaient TGV Inouï vers du Ouigo? Exactement. Et on a eu un exemple assez concret et très proche, le Covid. Où forcément on a été contraint, on a été confiné, donc on a été contraint d'arrêter de voyager. Donc avec le Covid, tout le business s'était organisé autour des téléconférences, le télétravail, par contrainte. Et donc on a vu dans les premiers mois où on a été déconfiné, que finalement il y avait beaucoup moins de business qui voyageait dans les TGV. Et donc,
une baisse de la fréquentation des premières. Et donc, c'est sûr qu'on s'est adapté tout de suite. On a dit, on va mettre effectivement on va proposer un peu plus de salles secondes dans le TGVM que de salles premières. Et puis finalement, là, avec l'engouement pour le train, parce que les voyageurs ont compris que c'était vraiment le moyen de transport qui permettait de voyager en émettant le moins de CO2 possible, finalement, il y a un regain d'intérêt pour le voyage et pour la première classe. Et donc, hop, il faut faire marche en arrière et finalement remettre un peu plus de première, revenir à l'équilibre de départ. Ça, la modularité le permet assez facilement. Et ça, c'est ce qu'on ne savait pas faire avec nos anciens TGV. Et au regard de cet objectif de rester très flexible, adaptable, quels ont été les plus gros défis ? Si je ne dis pas de bêtises, la mise en circulation de ces nouvelles rames a été repoussée plusieurs fois. Est-ce que tu saurais nous expliquer pourquoi ? Le TGV est devenu un objet du quotidien des Français. Mais partout en Europe, alors pas que les TGV SNCF, les trains à grande vitesse. Mais le principal défi, c'est que un TGV, un train de ce type, ça pèse 450 tonnes. Et faire rouler un objet de 450 tonnes à 320 km/h, ça reste un défi technologique. Même si on a 40 années d'expérience, ça reste un défi technologique. Et donc aujourd'hui, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'on doit proposer un train sûr, fiable et confortable. Et donc, pourquoi ça prend 10 ans ? Parce que effectivement, quand on introduit une nouvelle génération de trains, qu'on y introduit beaucoup d'évolutions, beaucoup d'innovations, il faut le mettre au point. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des essais. Et pendant ces essais, effectivement, c'est leur rôle. On découvre des points qu'il faut retravailler, qu'il faut améliorer. On fait des constatations, on a besoin de faire des évolutions qui vont prendre un certain temps pour les implanter dans le train. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le constructeur Alstom a connu ces difficultés et donc a dû adapter certains concepts, les améliorer pour donner le meilleur produit et pouvoir l'homologuer et faire la démonstration qu'il est bien sécuritaire. Et justement, sur l'homologation, qui s'en charge ? Est-ce que c'est une entité indépendante ? Oui. Ça, depuis toujours. Donc, il y a ceux qui développent le train. Donc, nous, notre ingénierie à la de SNCF Voyageurs, alors on est un des rares exploitants ferroviaires à avoir une ingénierie très très forte dans le matériel roulant. C'est plusieurs milliers d'ingénieurs répartis sur toute la France, donc qui suivent la conception des trains, mais qui aussi en font la maintenance. Et donc, il y a déjà un second regard. Alstom conçoit, nous on vérifie. On vérifie qu'il est conforme à notre besoin, on vérifie qu'il est sécuritaire. Et là-dessus, une troisième entité indépendante, donc un organisme agréé, donc que les autorités de sécurité françaises, le PSF ou européenne, l'ERA, viennent finalement, nomment, ils sont habilités. Et ces organismes viennent revérifier toute la conception du train et s'assurent qu'il est conforme à toutes les règles de sécurité, à tous les référentiels français et européens. Et donc cette entité donne un coup de tampon à la fin et c'est là qu'on a l'autorisation de mise sur le marché et qu'on peut rentrer en service commercial. Donc il y a quand même un certain nombre de vérifications qui sont faites par des gens très compétents qui maîtrisent parfaitement le ferroviaire et ses contraintes de sécurité. Et justement, peut-être que tu ne le sais pas, mais est-ce que tu saurais dire si le train est le mode de transport le plus sûr en France ? Aujourd'hui, le train, c'est un des moyens de transport le plus sûr. Je ne sais pas dire, j'ai pas regardé les chiffres, mais aujourd'hui, par rapport à l'automobile, il y a pas photo. Ouais, ça, c'est clair. Par rapport à l'aviation, j'ai pas vérifié, mais on doit être à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. C'est vraiment un moyen de transport très très sûr. Et comme ce qu'on connaît dans l'aviation, avec à chaque fois qu'il y a un incident, sans parler d'accident, on fait toute une analyse et on améliore le concept. C'est exactement la même chose dans le transport ferroviaire avec le BEATT, le bureau enquête accident terrestre des transports terrestres. À chaque fois qu'il y a un incident, on fait une analyse, on analyse, on en tire des conclusions et potentiellement, si on s'aperçoit qu'il y avait une fragilité, on améliore les concepts. Mais c'est vrai des accidents de train, c'est très très rare. J'en ai peu qui me viennent en mémoire là.
Aujourd'hui, il y a des points singuliers sur le réseau. Aujourd'hui, effectivement, un passage à niveau, il y a un risque, surtout si on passe alors que les barrières sont baissées, effectivement. Donc aujourd'hui, on va dire c'est les principales zones d'accidents. Et aujourd'hui, SNCF Réseau travaille avec des financements du gouvernement, de l'État, pour éradiquer ces passages à niveau. Mais après, le réseau ferré est quand même, c'est plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de rails, rien qu'en France, avec un certain nombre de points singuliers comme ça. Et ça prend un certain temps et ça, il faut beaucoup d'investissement pour les faire évoluer. Ouais. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment un mode de transport très, 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 très sûr. Et on travaille au quotidien pour toujours s'améliorer. Il y a quelques semaines, on a reçu Julien Docker, qui est designer de train, et que c'était une interview vraiment passionnante. Et d'ailleurs, j'encourage tous nos auditeurs à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi le design est vraiment absolument essentiel pour atteindre les différents objectifs du TGVM ? C'est vrai que le design est très important. Le nez d'un train, l'avant d'un train, c'est sa signature. Ce qui fait que tout le monde connaît le TGV, le premier TGV, c'est sa forme et sa couleur, donc son design. Et donc TGVM passe par là. C'est-à-dire qu'on a voulu garder cette filiation avec les anciens TGV, donc on retrouve quand même cette forme de la motrice avant. Et on a associé à la fois des designers et des aérodynamiciens pour améliorer, pour arriver au meilleur compromis aérodynamique pour consommer le moins d'énergie possible. Donc effectivement, il y a vraiment eu un gros travail là-dessus. Et puis les designers ne s'arrêtent pas au nez. Et c'est tous les aménagements intérieurs. Et aujourd'hui, et c'est ce qui a aussi décidé SNCF à passer à une 5e génération de trains à grande vitesse, c'est que dans les années au milieu des années 2010, 2015, quand on a lancé le programme, il y avait plein de nouveaux acteurs. On avait le covoiturage, Blablacar, on avait les trains, les avions low cost, on avait des nouveaux concurrents sur le ferroviaire, c'est-à-dire que des entreprises... Et voilà. Donc il fallait redynamiser le secteur, redonner envie de prendre le train. Et donc ça, c'est les designers, c'est les équipes du marketing qui travaillent sur ces aspects-là pour proposer de nouveaux services, pour donner envie d'aller dans le train. Et donc aujourd'hui, la voiture qui n'a toujours pas été dévoilée et qui va donner envie d'aller dans le TGVM, enfin pas que elle, mais c'est la voiture bar. Donc j'en dirai pas plus, mais voilà, c'est effectivement un nouveau concept de voiture, et donc ça sera dévoilé dans les prochains mois. Il y aura du nouveau là, tu nous teases un peu ? Ah oui, il y aura beaucoup de nouveaux, oui. Ok. Ouais, ça n'a jamais été fait. Parce que moi j'ai pu tester les sièges. Ouais. J'étais à la soirée où vous avez dévoilé les sièges, et c'est vrai que c'était intéressant de voir en quoi justement le design des sièges pouvait aider sur le fait d'utiliser moins de matière, d'utiliser des matières plus responsables. Exactement. En fait, il y a tellement de critères qui entrent en jeu que tu te dis mais ça doit être un travail absolument colossal de designer l'intérieur des trains. Ah oui. Alors je rebondis sur ton exemple des sièges. Pour aboutir au siège définitif du TGVM, il y a eu plus de 15 concepts, plus de 15 prototypes de ce siège pour l'optimiser, pour trouver le meilleur compromis entre la posture, le confort, le service proposé. Et là où on a vraiment travaillé, il y a beaucoup d'innovations dans ce siège, et les sièges sur TGVM sont espacés de la même distance que sur les anciens TGV, et pourtant on a 5 cm supplémentaires au genou, parce qu'on a réussi à faire un siège plus confortable avec une épaisseur de dossier plus fine. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est vraiment plein d'innovations, donc c'est moins de matière, c'est un siège qui est plus léger, et qui est avec des matériaux recyclables. Très belle transition, parce que justement là j'allais aborder l'impact environnemental du TGVM. Est-ce que tu pourrais nous lister un peu toutes les nouveautés mises en place pour limiter au maximum son empreinte environnementale, puisqu'on a compris donc qu'il y avait le fait déjà d'optimiser le nombre de voyageurs au sein du train, l'utilisation des matières, le fait de pouvoir peut-être recycler certaines matières, mais voilà, j'imagine que c'est très long. Oui, il y a un autre objectif d'innovation de ce projet, c'était finalement de pousser les curseurs écologiques le plus loin possible sur ce train. Alors, le transport ferroviaire est le moyen de transport qui est aujourd'hui le moins émetteur de CO2, un transport collectif, et pourtant on s'est challengé pour aller encore plus loin.
Et donc, effectivement, on a travaillé sur tous les aspects. Au niveau recyclabilité, nos trains, il y a une dizaine d'années, étaient à peu près à 90% des matières et des matériaux du train étaient recyclables. Nous, on a poussé le curseur à 97%. Alors, à 97% en 2025. Effectivement, les quelques pourcents qui restent, peut-être que dans les prochaines années, on saura les recycler. Ça, c'est important. Mais c'est utiliser des matériaux qui viennent de la filière recyclage. Et donc aujourd'hui sur TGVM, donc j'ai dit tout à l'heure c'est 450 tonnes, c'est quand même 100 tonnes de matière qui viennent de la filière recyclable qui sont utilisées dans le train. Plus de 60% de l'aluminium du train, donc toute la structure des voitures voyageurs sont en aluminium. 60% de cette structure, de cet aluminium c'est de l'aluminium recyclé. C'est d'anciens trains ou c'est de l'aluminium C'est de l'aluminium recyclé. Est-ce que c'est d'anciens trains? Est-ce que vous n'avez pas la main sur... Non, ça c'est la filière recyclage qui nous le dit. Par contre, on a des exigences sur la qualité de cet aluminium et ses caractéristiques mécaniques. Les bogies sont en acier, c'est 40% de l'acier des bogies qui vient de la filière recyclable. Donc voilà, je ne sais pas vous dire d'où ça vient. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on maîtrise parfaitement les caractéristiques mécaniques de cet acier. Donc ça, c'est quand même assez fort, de dire 25% de la masse du train vient de matériaux recyclables, mais on va toujours essayer de pousser ces curseurs. Et puis après, c'est effectivement la consommation d'énergie. Et là, c'est tous les équipements du train qui ont été challengés, tous les consommateurs électriques du train qui ont été challengés pour réduire leur consommation d'énergie. Donc on a travaillé l'aérodynamisme, donc là c'est le nez, c'est le carénage du premier bogie, enfin c'est vraiment la motrice et les premières voitures où on s'est attaché à faire quelque chose le plus optimisé possible. Donc ça nous a fait gagner à peu près 2 tiers, 66% du gain en énergie, donc des 20% viennent de cette partie aérodynamique. Mais il y a le dernier tiers qu'il fallait aller chercher. Et là ça a été tout, c'est l'isolation thermique qui a été renforcée, on a des vitrages athermiques. Donc c'est des vitrages avec un film métallique à l'intérieur qui empêche les rayons du soleil l'été de réchauffer la salle. C'est la gestion des climatisations. On a des climatisations qui adaptent leur régulation en fonction du nombre de voyageurs pour maintenir une qualité de l'air optimale, mais essayer de limiter au maximum l'apport de l'air extérieur qui est chaud et qu'on doit refroidir. Donc c'est de l'intelligence dans les convertisseurs électriques, dans les convertisseurs de climatisation pour qu'ils consomment le moins d'énergie possible. Et voilà, mis bout à bout, c'est toutes ces innovations qui ont permis d'atteindre l'objectif. On est légèrement au-dessus, les moins 20% d'énergie. Aujourd'hui, on est à moins 22, moins 23%. Et comme on transporte 15% de voyageurs en plus par rapport à un TGV de niveau, c'est effectivement un bilan carbone qui est plus faible, entre 35 et 40% par voyageur, si on compare à nos TGV de niveau. Mais si on compare à nos anciens TGV à niveau ou aux trains de la concurrence, c'est beaucoup plus de voyageurs. Encore ils transportent moins de voyageurs. Un train à niveau, c'est autour de 450 voyageurs, quand nous, on en transporte 600. Et donc là, c'est presque 50% de CO2 en moins. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le champion de la catégorie et de tous les transports TGVM en termes d'émissions de CO2 par voyageur. C'est vraiment une satisfaction parce que c'était un objectif qu'on s'était fixé et on n'avait vraiment pas la garantie d'y arriver et on a réussi. On est même au-delà de ce qu'on avait imaginé. Même en tant qu'entreprise qui a plutôt un vrai rôle à jouer justement dans la décarbonation des mobilités, vous continuez à vous mettre des objectifs encore plus poussés. Donc bon, si j'ai bien compris, avec des trains plus capacitaires, on répond à l'objectif, à l'un des reproches qui revient souvent, c'est la notion de prix. On a aussi cet objectif environnemental, qui n'est pas forcément un reproche que les gens font, mais en tout cas, il y a cette ambition. Il y a un troisième reproche qui est fait souvent au train en France, en tout cas, parce qu'on aime bien grogner, c'est les retards. Oui. Même si, je tiens à le préciser, il y a eu une étude qui a été faite par l'autorité de la qualité des services de transport qui précisait que l'avion était beaucoup plus en retard que le train. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Qu'est-ce que le TGVM peut apporter justement pour répondre à ce reproche sur les retards ? On essaie toujours de faire le matériel le plus fiable possible, justement pour garantir le temps de trajet et arriver à l'heure à destination. Et donc sur TGVM, on a encore poussé effectivement les curseurs. Donc comment on y arrive? En simplifiant et puis en standardisant. C'est-à-dire qu'en utilisant des produits, des composants chez les fournisseurs et chez le constructeur qui sont le plus standard possible parce qu'ils ont été fiabilisés. Mais après, il faut donner des ordres de grandeur. Un TGV, SNCF, il va faire 50 000 km par mois,
par mois. Donc c'est-à-dire qu'il va faire plus de 500 000 km par an, parce que de temps en temps, il s'arrête pour faire de la maintenance. Il faut ramener ça avec une automobile. Une automobile, on va faire 200 000 km dans ceux qui roulent beaucoup en 10 ans. Nous, c'est en 4 mois. Et donc, effectivement, vu le nombre d'équipements qu'il y a dans un train par rapport à une automobile, il faut vraiment avoir cette notion d'échelle. Un moteur de TGV, il va faire 13 millions de kilomètres. Un moteur de voiture va faire 200 000, 250 000. Donc, effectivement, quand on fait autant de kilomètres journaliers, on n'est jamais à l'abri d'une panne. Et là, on va faire une rupture sur TGVM. Donc, j'ai parlé, on a simplifié, mais là, une seconde rupture, c'est partir sur la maintenance prédictive. C'est-à-dire qu'on va utiliser les avancées technologiques. Donc, maintenant, on a plein de petits capteurs qu'on sait mettre partout. Et donc, on a mis des capteurs partout dans le train. Et ces capteurs communiquent en temps réel des informations. Et donc, on va être capable de prévoir la panne. C'est-à-dire que ces capteurs vont nous dire tel équipement, telle porte, tel convertisseur de climatisation, il ne fonctionne pas comme les autres. On sent qu'il a des signes de faiblesse. Et donc, nous, ça va nous permettre de prévoir la maintenance, de prévoir le remplacement avant que l'équipement tombe en panne. Donc, c'est grâce au télédiagnostic. Donc, ces capteurs qui communiquent en permanence au sol, c'est plus de 200 000 informations qui descendent par seconde au sol pour chaque TGVM. C'est vraiment énorme. Et derrière, toutes ces informations vont permettre justement d'anticiper les pannes pour pas qu'elles se produisent. Ok. Et j'avais été invité justement à l'avant-première du documentaire que vous aviez fait avec RMC BFM, si je ne dis pas de bêtises. Et il y avait un autre point qui m'avait pas mal marqué, c'était, alors je me souviens plus du nom, mais c'était une sorte de petite locomotive qui pouvait continuer à tracter le train à une vitesse assez lente. Et donc, j'imagine que ça aussi, ça peut aider à pas bloquer une voie ou des choses comme ça. Alors, c'est ça. Alors, c'est pas une petite locomotive, c'est dans le train, dans le TGVM, sur les remorques, les deux remorques d'extrémité, donc les remorques qui sont accouplées à la motrice. On a mis une zone qu'on appelle le greffon. Voilà, le greffon. Voilà. Et donc, dans cette zone, qui fait à peu près 4 mètres carrés, on a mis des stockeurs d'énergie lithium-ion. Voilà, ok. Et donc ces batteries, cette source d'énergie embarquée permet effectivement, le besoin initial, c'était de maintenir le confort des voyageurs quand il y a un incident caténaire. Ça arrive, quand il fait très chaud notamment, les caténaires se détendent et il y a un risque d'arrachement. Et quand ça s'arrache, pendant un certain temps, on n'a plus d'énergie. Et donc, quand il fait très très chaud, avoir des voyageurs dans une rame où on ne peut pas ouvrir les vitres, à 300 km/h, on ne peut pas ouvrir les vitres, sans climatisation puisqu'il n'y a plus d'électricité, c'est juste catastrophique. Et donc, le besoin initial de ce stocker, c'est de maintenir le confort des voyageurs pendant 2 heures, parce qu'un incident caténaire, ça dure 2 heures. Pourquoi 2 heures? C'est parce qu'à un moment, le train, il est prévu pour mettre des voyageurs, il n'est pas prévu pour mettre que des batteries, donc il a fallu se contenir un petit peu. Et donc voilà. Et une fois qu'on s'est dit on a un stockeur d'énergie, on va aller plus loin. Maintenant, on a l'énergie à bord, donc on sait maintenir le confort des voyageurs, mais on va pouvoir faire de la traction autonome. Et donc c'est vrai que ce stockeur d'énergie en mode dégradé, sur un arrachement caténaire, sur une panne d'un train, va permettre au TGVM de faire quelques dizaines de kilomètres en autonomie, sans électricité extérieure, pour se sortir d'une zone où il y a des problèmes. Voilà. Et donc ça peut éviter de bloquer le trafic. Exactement. Un incident dans une gare ou une panne d'électricité, c'est vraiment le très bon exemple. Et donc ça, c'est vraiment une innovation. Alors on cherchait à le faire depuis pas mal d'années, parce que ces problématiques existaient avant, mais la technologie n'existait pas. Et donc c'est ces nouvelles batteries qui permettent aujourd'hui de stocker beaucoup d'énergie dans un faible volume qui nous ont permis de franchir le pas. Bon, c'était assez complet. Merci beaucoup pour toutes ces informations. En tout cas, c'est un sujet qui est assez passionnant et on a hâte de découvrir. Est-ce que tu saurais nous donner une date de quand est-ce qu'on pourra poser nos derrières sur les sièges du TGVM ? Aujourd'hui, on reste sur notre objectif de mettre en service commercial fin 2025. Fin 2025, ok. Eh ben, écoute, on a vraiment hâte. J'encourage donc tous ceux qui nous ont écoutés, s'ils veulent creuser un peu le sujet, justement, à regarder ce fameux documentaire. Je pense qu'il doit être encore disponible sur YouTube. Oui. C'était encore plus exhaustif au niveau des informations. Et puis, j'imagine qu'il va y avoir aussi des tonnes de ressources, d'articles, etc. pour creuser. Comment on peut suivre justement l'actualité du TGVM C'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. On essaye de dire, voilà, on arrive, le produit arrive, donc on fait effectivement pas mal de communication par différents vecteurs. Et puis il va y avoir des présentations. Tout à l'heure, je parlais du bar.
des aménagements intérieurs. On a vu les sièges, mais on n'a pas encore vu les aménagements intérieurs. Donc, début 2025, il devrait y avoir des présentations au public de ce que va être ce transport du futur à la SNCF. Donc le mieux, c'est de s'abonner au compte SNCF Voyageurs sur les réseaux. Exactement. Okay. Pour avoir bien ces rendez-vous. Voilà. Puis, voilà, à l'horizon 2025, on va vraiment se préparer au service commercial. Et donc, on va avoir de plus en plus de trains qui vont circuler, de TGV qui vont circuler en France pour les fiabiliser, pour faire le service commercial le plus réussi possible. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup David d'être venu nous voir. Et puis, je te dis à bientôt dans un train. À bientôt dans un TGVM. TGVM, encore mieux. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination, terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié, de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la team Train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage bas carbone.